l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Audrey Jarre, dont le premier roman, Les Négatifs, a paru en février dernier chez Gallimard. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, Les Négatifs raconte l'histoire d'Alice, une jeune Française arrivée à New York pour un stage, qui tombe sous l'influence d'un groupe d'étudiants en photographie obsédés par une théorie artistique radicale. C'est un roman qui nous plonge dans l'emprise, dans la facilité avec laquelle Alice, le personnage principal, plonge dans les mécanismes de dégradation vertigineux de soi. C'est l'histoire tragique mais presque banale d'un plongeon dans la servitude et l'abandon de toute conscience de soi. Cette perte radicale de soi n'est pas seulement due à l'amour, elle est causée par un désir irrépressible d'appartenir, de lutter contre ce qu'on pourrait appeler l'essolement moral. Alors une première question, Audrey Jarre, sur le titre de votre livre. Finalement, au début du livre, vous apportez une définition du dictionnaire Larousse, négatif, phototype dont l'image représente l'inverse des luminosités du sujet. Vous ajoutez une citation de Roland Barthes, de La Chambre claire. La photographie représente ce moment où je ne suis ni un sujet ni un objet, mais plutôt un sujet qui se sent devenir objet. Je vis alors une micro-expérience de la mort, je deviens vraiment spectre. Pourquoi les négatifs ? Tout simplement parce qu'il y avait ces héros que j'avais envie de faire exister, pas forcément par leur qualité, pas en créant forcément un attachement, mais simplement en regardant leurs failles. Aussi pour ça le choix d'une narration à trois voix. Et j'avais envie qu'on puisse en fait voir chaque personnage dans les parties des autres. Donc forcément mieux comprendre peut-être le personnage d'Alice dans la partie d'un autre personnage et inversement, que ce soit pas directement accessible comme un négatif photographique, qu'on ait accès à quelque chose qui ressemble à ce qui va être la photo, mais qui soit pas entièrement développé, qui n'ait pas encore les bonnes couleurs, les bonnes teintes, et de laisser la liberté au lecteur de se faire sa propre opinion. Alors dans le livre, on a trois personnages, effectivement, c'est une narration à trois voix. On a Alice, on a Nathan, donc Alice va tomber amoureuse de Nathan, et puis il y a Léonore, qui est chef d'un groupe de photographie, je ne sais pas trop comment la décrire. Et donc voilà, c'est un système en fait. On est dans un système de relations qui progressivement en fait va produire cette logique de l'emprise. Mais on va d'abord rester sur Alice, parce que Alice, elle s'est donné un surnom sur les réseaux sociaux, Alice in Wonderland. Elle arrive avec le fantasme d'une vie, elle arrive à New York avec le fantasme d'une vie active, d'une vie à l'intérieur du monde, d'une vie trépidante, au fond, une vie qui a un peu de l'allure. Cet espoir contraste singulièrement avec finalement la vie un peu signifiante qu'elle conduit réellement. Tout à fait. Je pense qu'on a tous sur les seuils de notre vie des images par rapport à ce à quoi elle va ressembler qui sont beaucoup plus grandes, plus lumineuses, dont les contrastes sont un petit peu différents. Et elle a un petit peu cette désillusion de pénétrer dans la photo et que la photo ne ressemble pas finalement à ce qu'elle a vu au préalable. Je pense il y a une beauté, je trouve, plus grande dans l'insignifiance un peu quotidienne de nos vies, mais à cet âge-là, le personnage a 20 ans, il y a aussi cette envie d'avoir des choses qui soient plus fortes, plus contrastées, que les luminosités soient plus belles, enfin ce désir d'intensité un petit peu de la vie auquel elle se confronte. Et alors, pourquoi avoir choisi la ville de New York en particulier ? C'est la ville, New York, un petit peu de toutes les images, de tous les superlatifs. Si on veut une ville qui soit grande, qui soit bruyante, qui soit polluée, qui ait des inégalités immenses, je pense que c'est celle qui va être dans la géographie mentale de la plupart des gens au centre. C'est aussi une ville dans laquelle j'ai eu la chance de passer du temps. Et donc, je pense qu'il y avait cette envie pour moi de mettre mes propres photos un petit peu dans le texte. Et ces lieux-là que je pouvais décrire de façon plus précise. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça aurait pu être Londres, je pense aussi, où j'ai également vécu. Mais je pense que New York m'appelait aussi parce que la situation politique américaine, je pense, appelle toujours plus de binaires, d'extrêmes. Et pour les théories de la photographie réelle, ça me semble être le berceau parfait.
Alors finalement, en fait, on n'est pas tant à New York que dans une petite ville, à peu près à 1 heure en train de New York. C'est-à-dire qu'en fait, Alice, qui non seulement en fait se rêvait et finalement a pris ce stage à l'Alliance française, surtout parce que c'était New York et parce que c'était, loin à l'étranger, moyen de couper aussi les liens avec sa famille, avec tous ses ancrages précédents. Finalement, en fait, même ça, elle rate un peu cet endroit rêvé. Exactement. Il y a à côté, en quelque sorte, toujours un pas où elle va pas être au centre, mais en périphérie. Et elle est prête à accepter ça parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui la retient effectivement à New York. Donc si finalement le bruit, l'animation, etc. se trouve ailleurs, elle va suivre ça sans forcément émettre de jugement dessus au début. D'ailleurs, elle ne pense pas nécessairement que c'est un problème jusqu'à ce que ça le devienne. Vous avez justement choisi une musique sur New York que nous allons écouter tout de suite. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. For those who think it still exists, maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I'm wrong and just maybe you're right. And maybe mother told you true. Somebody there for you and you'll never be alone. But maybe she
Alors, on vient d'écouter LCD Sound System, New York, I Love You, But You're Bringing Me Down. Excusez-moi pour l'accent. Bon, évidemment, on comprend un peu ce choix de musique. Vous m'avez confié pendant qu'on écoutait la musique que c'était quelque chose, vous l'avez écouté quasiment de façon presque obsessionnelle pendant que vous écriviez. C'est ça. Sur chaque texte, généralement, j'ai une playlist extrêmement restreinte. C'est embarrassant de l'admettre, il y a peut-être 10 chansons que j'écoute pendant l'écriture d'un texte et ça en faisait partie. Et c'est vrai que c'est souvent des chansons dans une autre langue. J'écris aussi en anglais par ailleurs et dans ces cas-là, c'est plus compliqué pour moi d'écouter des chansons à texte, mais je trouve qu'en écrivant en français, ça aide sur le rythme du texte et puis aussi l'immersion. Et donc, en effet, c'est une voix qui a été assez entêtante. Je trouve que c'est une chanson... à l'image du texte aussi, qui monte en gradation d'un début très simple, très doux au piano, et puis qui vous emporte après. Et puis une contradiction dans le titre même de la chanson et dans tout le texte sur cet amour et cette haine qu'on voue à un même lieu, à une même personne. Une ville où on est sous l'emprise également, et puis qui change, qui évolue, pas forcément dans le bon sens. Alors Alice, quand elle part à New York, c'est un peu son premier moment de liberté. Elle part loin de chez elle, comme si elle pouvait enfin commencer sa vie, enfin s'inventer sa liberté. Et souvent, et vous le dites d'ailleurs dans votre roman, on se dit qu'un changement de lieu, ça permet de commencer une vie nouvelle. Et finalement, au fond, ce roman montre aussi comment cette liberté est aussi piégée dans le vaste monde, qu'elle est douloureuse à assumer. Alice, on a l'impression qu'elle se cherche une épaisseur. Elle se cherche surtout des compagnies. C'est ça, elle cherche l'épaisseur, elle pense que elle va arriver par les personnes qu'elle fréquente, c'est l'influence des autres sur elle qui va lui donner cette aura, etc., dont elle manque. Je pense qu'il y a ce côté aussi de distinction un petit peu culturelle qu'elle a pas forcément. Elle peut faire un stage à New York, elle vient d'un milieu quand même qui est assez privilégié en France, mais elle arrive dans un endroit où forcément il y a une démesure, il y a des gens auxquels elle est exposée qui ont ces connaissances qu'elle n'a pas. C'est pour ça que je voulais la situer dans le monde aussi de l'art contemporain et pas forcément de quelque chose auquel elle ait eu accès précédemment, pour qu'elle soit toujours un peu elle-même nouvelle, elle en dehors, même quand elle est dans son propre travail et qu'elle est supposée faire de la curation, etc. Elle connaît pas vraiment les artistes qu'elle est censée promouvoir, elle connaît pas les films qu'elle est censée montrer aux francophiles de New York. Elle arrive et elle connaît peut-être moins son propre monde et la France qui est présentée aux Américains qu'eux-mêmes. Alors oui, justement, dans son travail, finalement, c'est plus facile à raconter ce que je fais, raconter que je suis à l'Alliance française à New York, mais qu'au fond, finalement, il n'y a pas grand-chose de très créateur, en fait. En fait, finalement, on a l'impression que sa vie est un peu inexpressive à ce moment-là, et c'est vrai que, du coup, elle voit dans ce groupe de photographies la possibilité de lui donner les reliefs qu'elle n'a pas. Exactement, c'est quelqu'un qui n'a pas transformé ce qu'il pouvait avoir en lui en termes d'art, et qui juste est un peu une passoire, qui retient rien. Et donc là, le fait d'être immortalisée elle-même, c'est une façon peut-être aussi assez paresseuse de rentrer là-dedans, parce que c'est pas elle qui va être à l'origine du geste créatif, elle est simplement à disposition. Ouais, c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup, le fait d'être un peu empêché aussi dans l'expression de ses propres pouvoirs créatifs ou autres, évidemment, va aussi nous conduire parfois dans des formes un peu désespérées, des quêtes un peu désespérées, en fait, de déploiement de quelque chose de soi. Ici, évidemment, c'est en étant l'objet principal de la photographie. Alors, moi, Alice, je la trouve très attachante, et elle rencontre Nathan, qui lui, sur le coup, ne l'est pas trop, quoi. C'est-à-dire, Nathan est un étudiant en photographie. Il n'a pas vraiment d'envergure, il lui propose pas du tout une vie incroyable, mais elle s'en convient assez facilement. Elle finit même par tomber amoureuse, presque un peu sans raison. Et Nathan, lui, il a posé son regard ennuyé sur Alice, dites-vous. Alice, finalement, elle rêve d'une vie, là encore une fois, qui aurait ses reliefs, c'est-à-dire une vie qui contraste avec son sentiment d'insignifiance, mais on a l'impression qu'elle choisit l'insignifiant. Elle choisit l'insignifiant, mais un insignifiant qui a été raconté, ce personnage un peu de loser aussi, auquel elle n'a pas accès par ailleurs. Elle choisit le chien nommé après Michel Foucault, elle choisit la voiture, elle choisit le diner un peu pourri. Elle choisit ces choses-là qu'elle a vues et qui lui semblent être des images tout aussi désirables, en fait. Ces extrêmes-là, comme elle n'y a pas du tout accès dans son monde à elle, qui est très neutre, très moyen, elle voit ici le plus et le moins et elle est attirée par ces pôles. C'est pour ça que Léonore va exercer une sorte d'influence qui est très différente aussi sur elle, mais finalement, ce qui l'intéresse, c'est juste de ne pas être juste dans le moyen, dans la norme, et d'aller voir quelque chose d'autre. Alors, on a l'impression qu'elle donne l'impression, en tout cas, de ne pas tellement vivre, voire même de s'employer à se faire oublier.
Alors c'est très bizarre parce qu'elle se montre un peu insignifiante. On a l'impression qu'elle a toujours peur un peu de déranger finalement. Elle se fait facilement oublier, quoi. Il y a un sentiment, je pense, de vouloir passer inaperçu pour pouvoir rester dans la pièce aussi, de dire je rentre dans cet endroit où je ne corresponds pas tout à fait. Donc, histoire de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'appartienne vraiment au lieu, ne nous faisons pas remarquer un petit peu. Et donc, c'est aussi le côté voyeur du livre. Pour moi, il n'est pas seulement chez les photographes réels, il est aussi chez Alice de vouloir voir toutes ces choses-là, tous ces mondes. Et le fait de ne pas se faire remarquer, c'est une des meilleures façons aussi d'en être. Alors, donc Alice écrit, hein, elle écrit essentiellement pour elle. On ne saura pas grand-chose d'ailleurs de ce qu'elle écrit, parce qu'elle s'abandonne rapidement dans ce groupe qui est tout entier consacré à la photographie. Alors, le projet de ce groupe, pour le dire rapidement, qui est conduit donc par Léonore, c'est de lancer un courant, la photographie réelle. Il s'agit de faire des photos plus vraies que nature, c'est-à-dire qu'ils cherchent un peu la vérité de l'être. Ils veulent photographier l'âme, la personne fragile. Bref, ils mettent d'ailleurs les gens dans une extrême vulnérabilité pour servir, bien sûr, la cause noble de l'art. Finalement, ce livre ne raconte pas tant l'emprise qui serait liée à un huis clos ennuyeux de l'amour, c'est plutôt un système. On a dans ce système Nathan, qui n'est pas tellement un monstre, il est un peu ballot, comme des milliers d'Américains et s'endettent pour faire ses études, calcule la moindre de ses dépenses, plutôt assez égoïste, il conduit une vie pas très triomphante. Il est même fasciné par Léonore, qui elle est une autre étudiante, charismatique, assez riche, désœuvrée, qui deviendra la tête de ce groupe d'étudiants qui, par peur de ne rien faire, de ne faire que leurs études, veulent absolument créer quelque chose. Ils veulent devenir quelqu'un. Ils veulent être à l'origine de quelque chose d'un peu tangible, un courant artistique, un courant qui dirait quelque chose d'un peu singulier dans le monde. Finalement, Léonore, elle crée sa cour sur le fond de misère de la vie étudiante, sur le fond de cette obstination à poursuivre des buts vains. Est-ce que vous diriez que Léonore, en fait, elle exploite précisément cette misère qui n'est pas que matérielle, qui est expressive en réalité ? Tout à fait. Elle le regarde, je pense, avec plus de distance. Quand Léonore, elle arrive à March College, elle a déjà fait une première année d'études ailleurs, où je pense elle-même a été un peu ballottée par des choses qui la dépassaient. Et donc, elle vient là, forte de cette micro-maturité, entre guillemets, prête à prendre un petit peu ce sucre et vider les autres aussi de cette énergie-là. Je pense en effet, quand on est étudiant, il y a une énergie de cette liberté nouvelle un peu vaine qui s'exerce, où on veut juste aussi faire du bruit, faire de nouvelles choses, expérimenter. Et puis d'autant plus aux États-Unis, où ensuite le côté parascolaire est aussi scruté. Et donc ce sentiment de ne pas vouloir juste se lier au texte, aux auteurs, aux matières, mais aussi faire des choses en dehors, c'est un peu une obsession sur place. Et elle-même, elle pense qu'il y a quelque chose d'un peu noble à le faire en créant une théorie, quelque chose qui ressemble finalement au monde scolaire, même si c'est à côté, plutôt que de faire du sport ou des choses qui vont être quand même plus valorisées dans la vie étudiante anglo-saxonne. Pour moi, la photo, c'était vraiment la meilleure façon de mettre ça en lumière, parce que j'avais pensé à plusieurs choses au départ qui étaient liées à d'autres disciplines, etc. Mais je trouvais que là, ça permettait de créer des scènes qui ne soient pas juste des manuels, mais qui puissent être ces mises en scène photographiques. Alors, dans ce système, il y en a un autre personnage qui est beaucoup plus discret, qui est le spectateur passif. C'est Ben. C'est le passif, le caractère nocif du passif, pardon. C'est-à-dire qu'il y a finalement plein de gens qui regardent le monde. Il y a plein de gens qui regardent le monde, qui le laissent filer. Et Ben, en fait, il est de cela. Il est neutre, il est un peu tiède. Le tiède, c'est toujours un peu le traître, d'ailleurs. C'est-à-dire que, finalement, au fond, il y a beaucoup de passifs dans ce livre. C'est-à-dire des passifs parce que, vous le dites, je crois, ils ne savent pas où est le pouvoir. Et donc, de fait, ils sont d'ailleurs des complices plutôt actifs. Soit parce qu'en fait, ils laissent aller les choses. Vous en voulez beaucoup à la passivité. Un petit peu. C'est vrai que Ben, il est spectateur dès le début. Enfin, c'est un peu celui qui permet à la situation d'advenir. En fait, je pense paradoxalement, peut-être qu'on se met plus en scène et on va faire des choses peut-être plus répréhensibles quand on a ce spectateur-là qui est là. C'est parce que on est filmé par une caméra de télévision qu'on va faire un grand discours, quelque chose comme ça. Et donc, de la même façon, quand on existe au monde, on va, face à ce spectateur, vouloir faire une sorte de performance. J'en veux à la passivité aussi, parce que c'est vrai que c'est forcément, la plupart des gens le sont, traversent le monde comme ça. Même ces étudiants-là, tous ceux qui suivent finalement la photographie réelle, ils sont passifs, ils sont juste étudiants, ils ne sont pas professeurs. Il y a un peu cette dichotomie-là
qui s'exerce. Je pense qu'il évolue aujourd'hui. Je ne suis pas forcément pessimiste là-dessus. Je pense qu'il y a une volonté aussi de prendre la parole, etc. Mais quand on paye autant pour faire des études là-bas, il y a aussi cette notion d'une attente que quelqu'un nous délivre la connaissance et nous de la recevoir et pas forcément de la remettre en question directement. J'ai pas l'impression que cette liberté académique, elle grandisse énormément aux États-Unis en ce moment, même s'il y a quand même des mouvements de contestation qui s'organisent sur les différents campus. Pour en revenir à Ben, j'avais envie qu'il y ait ce genre de personnage qui soit là aussi, qui n'ait pas forcément le beau rôle et que ce soit pas lui qui soit le plus intéressant, pour que le lecteur qui le lise s'interroge aussi peut-être sur sa propre passivité, qu'est-ce qu'il aurait fait face aux événements et comment il va continuer à lire le livre, avec quel regard, dans la peau de quel personnage. Exactement. Et d'ailleurs, pour en revenir à Nathan, il est un peu étonnant, Nathan, parce que d'un côté, en fait, il est d'une froideur, mais qui est terrifiante, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il calcule son emprise dans les moindres gestes qu'il est en train d'accorder, en fait. Je dis bien accorder, voire même octroyer, en fait, à Alice. Donc, il a une froideur et une maîtrise de l'emprise qui est vraiment qui est glaçante. Et puis, en même temps, il a une personnalité qui paraît un peu superficielle, au sens où, finalement, il se donne des airs de profondeur grâce à l'art, mais il n'est pas très convaincant de ce point de vue-là. Il a, je pense, des maîtres à penser. Bon, Léonore, c'est maître à penser tangible, mais sinon, c'est des photographes dont il a vu les photos, etc. Et il va avoir tendance à projeter leur talent à eux sur lui, parce qu'ils partagent le même art, alors que pas forcément. Donc, il s'octroie un petit peu cette généalogie picturale, mais bon, qui n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on prend le même sujet en photo qu'on va faire la même chose. Cette froideur-là, je voulais qu'elle soit aussi issue un peu de son quotidien, tout comme il va compter son argent beaucoup. Je voulais qu'il compte un petit peu ses actes, qu'il dépense finalement son énergie avec la même minutie, et que pour cette raison, ce soit la proie parfaite pour Léonore, parce que c'est quelqu'un qui va respecter les ordres, respecter un processus, parce qu'il est très, très méticuleux, et ce qu'il veut, c'est finalement c'est bien faire, c'est respecter cet ordre-là qui lui est donné. Moi, j'y vois un roman sur une quête plus ou moins désespérée d'intégration sociale, mais aussi d'originalité, d'expressivité encore. C'est-à-dire qu'il y a cette peur terrible de l'assolement moral, mais aussi cette crainte de l'indifférence, de ne pas parvenir finalement à faire reconnaître sa singularité. Il y a quelque chose de très beau chez Alice, c'est qu'elle a des yeux innocents sur le monde. Elle trouve facilement les choses belles. Et cette innocence, c'est aussi bien sûr ce qui la rend vulnérable. C'est-à-dire qu'elle est toujours un peu dans les bords du monde. C'est l'exact inverse chez Léonore, qui, elle, domine le monde. Elle s'y glisse avec une aisance parfaite. Elle ne connaît pas les désajustements entre elle et le monde. Et finalement, elle a appris à soumettre son entourage, à soumettre presque naturellement son environnement. Mais chez Léonore, il n'y a pas d'extraordinaire. C'est-à-dire que tout est un peu banal. Elle a tout fait. Mais elle a une passion qui est évidemment malsaine, c'est celle de pousser les gens dans leur retranchement, dans leurs recoins les plus intimes, ou en tout cas les plus sombres. Oui, c'est des retranchements qu'elle ne s'autorise pas forcément elle-même, donc elle va les chercher chez les autres. Elle est dans cette posture de domination finalement, où aussi rien ne sort, rien ne dépasse. Elle est cette façade-là, donc peut-être qu'elle, sa faille, c'est aussi que justement c'est quelque chose qui lui manque, cette vérité, cette authenticité finalement. Qu'est-ce qu'on peut montrer quand on est soi-même cette façade-là? Et donc je pense qu'elle se nourrit de ça aussi, de ce qu'elle peut pas sortir d'elle-même. C'est pour ça qu'elle va le chercher en le photographiant, parce que si elle se photographiait elle-même, il n'y aurait rien qui sortirait, ce serait affreusement vide, et juste aussi situé, circonstancié, encore une fois, par des lieux, par des objets. Quand finalement le père de Léonore lui retire une partie de son capital, elle perd aussi un peu de sa hauteur, en fait. Je me souviens plus de l'étage, mais elle est au 42e étage, je crois. Bon, on pourrait croire que voilà, à chaque fois elle descend, je vois jusqu'où elle va aller. Et même elle, le fait d'être sur ce campus, finalement, elle perd ce lieu de New York, elle perd ce statut-là, cette capacité à aller partout, parce que le budget n'est pas une question. Et du coup, il faut qu'elle se crée encore cette tour-là dans ce campus artificiellement.
Et donc le fait d'avoir une cour autour d'elle, le fait d'avoir une théorie, c'est d'autres choses qui vont être des symboles de pouvoir évidents qu'elle va pouvoir brandir un petit peu, même envers les professeurs. Alors, justement, sur les lieux, dans votre livre, il y a beaucoup de lieux, on l'a déjà un petit peu évoqué. Il y a des lieux un peu neutres, des sinistres chaînes de café, des lieux sans singularité, des lieux qui n'ont pas vraiment d'histoire, pas vraiment de durée. Bref, des lieux où il n'y a pas trop de raisons valables d'être. Quelle est cette image du monde que vous décrivez à travers ces lieux ? Je pense qu'il y a des mondes un monde de ces lieux qu'on peut traverser sans forcément qu'ils nous atteignent. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que d'être dans des lieux pendant la journée puis qu'ils ne nous aient pas touchés, qu'ils ne nous aient pas atteints, qu'on n'ait rien à en sortir. Et c'est un petit peu ça, en effet, ces cafés où ils vont squatter au début ou ce diner-là. Bon, Alice, elle les regarde avec un œil spécifique et du coup, elle arrive à en extraire quelque chose. Mais sinon, c'est vrai que c'est des lieux qui vont rien produire, peut-être... de la solitude, etc. Mais c'est pas des lieux où on va se réunir, c'est des lieux où on va venir individuellement, prendre quelque chose, repartir dans une relation purement transactionnelle, et c'est pas des lieux vraiment qui vont produire quelque chose. Je pense que l'université, là-dessus, il y a une image qui peut être différente d'un lieu où on va venir créer quelque chose ensemble, etc. Potentiellement, ça se produit pas ici. Ouais. Alors, vous avez choisi un extrait qui sera lu par Aline Crétinoir. La honte avait toujours subsisté derrière G, colossale et retenue, comme de l'eau derrière un barrage. À ses débuts, son atelier en ville était un lieu exempt de honte, où elle pouvait oublier cette présence silencieuse dans son dos. Mais un jour, par curiosité ou impatience, elle décida de lui prêter attention. Elle entreprit de réaliser une série de toiles dans lesquelles il était permis à son sentiment de honte de déterminer la façon dont l'image évoluait. G voyait là des tableaux vaguement autobiographiques. Il y avait quelque part dans son travail une impulsion continuelle, comme si elle était constamment en train de fuir une chose, de la poursuivre ou de la prouver, comme si elle ne passait son temps à gravir des montagnes. Or, c'était cette sensation d'effort ou de contrainte dont soudain elle ne voulut plus. Le mot « honte » fut celui qu'elle trouva pour la désigner. Ce mot la poussa à s'interrompre et à regarder autour d'elle. G décida que la honte émanait du corps et qu'elle n'était pas semblable au regret ou à la gêne. Elle n'était ni consciente ni analytique. Elle était associée à la notion de production, au corps comme produit, à ce que produisait ce même corps. Il aurait été beaucoup plus simple de l'exprimer sous une forme tridimensionnelle, et c'était ce que faisaient les gens. G le savait. Mais une forme pouvait seulement correspondre, elle ne pouvait rien briser, rien démanteler. Une forme se servait du silence, alors que ce que voulait G, c'était révéler. Elle voulait parler, s'exprimer. Cette parole avait, semble-t-il, un rapport avec l'enfance, si bien qu'elle réalisa des peintures de l'enfance. Celle-ci était plutôt horrible, pornographique et joyeuse, mais G sentait se mouvoir volcaniquement, quelque chose qui leur était sous-jacent, à croire que leur surface entière était sur le point de se fissurer et de s'ouvrir pour entrer en éruption. Elle avait cessé d'escalader et de descendre des montagnes au pas de course, et de s'épuiser. C'était comme si elle présentait ses productions avec un sourire repoussant. J'ai oublié que des gens seraient amenés à regarder ses tableaux. Elle peignait tout ce qu'elle redoutait, et détestait, mais gaiement, à la manière d'un enfant qui exerce son pouvoir en privé, en jouant avec des figurines de plastique qu'il force à se faire des choses. Ce qui manquait là, c'était de la précision, de la dévastation. Comment pouvait-elle imposer de la précision à la honte ? Les récits que la honte produisait étaient habituellement des œuvres de l'imagination, d'où découlaient fantasmes ou pornographie. Elle ne voulait pas imaginer, elle voulait nommer. J'ai peigni le portrait d'une femme en se servant de photographies. Celle-ci venait d'un magazine qu'elle avait trouvé par hasard et qui datait du temps de son enfance. On y voyait la femme dans de nombreuses poses différentes sur un tapis en peau de léopard. Il s'agissait de clichés démodés, exubérants et glamour, légèrement pornographiques. Elle se rappelait avoir vu ce genre d'image quand elle était petite et de l'inquiétude singulière qu'elle lui avait causée. La fillette qu'elle était alors et qu'elle conservait à la façon d'une lettre encore cachetée avait battu en retraite devant ces photographies, comme si elle avait appris qu'une conspiration se tramait. Une conspiration passée, présente et future. Pas seulement parmi ces femmes dociles, accommodantes, mais aussi entre elles et le faiseur d'images. Pourquoi personne n'était intervenu pour mettre un terme à cette scène d'horreur entre le photographe et la femme sur le tapis en peau de léopard ? J'ai détesté les photographes, de l'âge voyeur. Elle détestait aussi cette femme photographiée, qu'elle redoutait tout autant qu'elle la condamnait. Elle la condamnait sur le plan historique, parce qu'il fallait bien que quelqu'un endossât la responsabilité du pacte abject de l'histoire, qui niait toute différence entre l'image de cette femme et son être. C'était en vertu de sa complicité que se constituaient les modalités de l'exclusion de G de l'image. Sa complicité envoyait G en exil et l'obligeait à se dissimuler.
C'était ce qui se rendait G aberrante et inacceptable. C'était ce qui faisait de toutes les femmes des non-artistes. G peignait plusieurs portraits de cette femme et vint à songer qu'elle avait assassiné et remplacé le photographe, et peut-être même avait-elle ainsi expié le tort de cet homme. Elle finit par ne plus en vouloir à la femme non plus et décida de l'aimer. Elle lui prodigua de l'attention, ce qui lui permit de se sentir mieux. Et quand elle prit conscience que la femme des photographies devait être désormais tout à fait âgée, elle se mit à la déconstruire avec le plus grand soin et à la rendre à la couleur, à la lumière et au non-être. G se tint à ce monde de perception diffus, s'en servant pour retracer l'historique de ses rencontres sexuelles et découvrant qu'elle était exempte de honte, que sa mémoire sexuelle pouvait devenir une sorte de pastorale païenne, un panorama orgiaque empli de couleurs célestes. Sa compétence technique, plutôt que de s'épuiser en accomplissant des prouesses représentatives ou satiriques, se mit au service d'une autodescription interne, et elle parvint à atteindre une précision remarquable grâce à sa franchise érigée en discipline. Elle avait beau trouver ses propres idées bizarres ou inadmissibles, celles-ci tenaient lieu de vérité, de manière saisissante. Le galeriste laid, d'un naturel doux, observait ses évolutions avec une satisfaction sereine. Elle ne lui confia jamais qu'elle s'était attendue à ce qu'il la laissât tomber, à la vue de ses nouvelles peintures, parce que l'idée qu'elles eussent un sens pour quiconque, elle exceptée, lui avait été inimaginable. Alors on vient d'écouter un extrait lu par Aline Crétinoir, un extrait du livre de Rachel Cusk, Parade, traduit de l'anglais par Blandine Longre. Alors évidemment, ce livre résonne absolument avec votre propre roman. Tout à fait, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on va produire comme image de soi, qu'est-ce qu'on va donner à voir aux autres. En l'occurrence, pour Alice, elle ne va pas être à l'origine de cette image produite d'elle-même, mais là, en l'occurrence, ce que j'aime bien dans ce texte, c'est ce geste libérateur de l'artiste qui s'autorise à produire quelque chose qui est plus authentique, plus proche de soi, et son incrédulité face au fait que là, en l'occurrence, c'est le galeriste, etc., mais trouve quelque chose, trouve une vérité là-dedans, et qui est une sorte de vérité universelle de partager sa propre vérité dans une œuvre et que des personnes reconnaissent la leur. Et je trouve qu'il y a un des gestes les plus beaux dans l'écriture qui me touche moins dans la peinture ou dans la photographie. Paradoxalement, c'est des arts dont je suis moins proche, mais énormément dans mes lectures du quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu proposer ce texte. Alors on arrive au terme de notre second épisode. C'est une question là aussi traditionnelle dans le podcast, c'est qu'on demande toujours à nos invités ce qu'ils vont faire demain, c'est-à-dire voilà, comment vous envisagez en fait les jours qui viennent, les mois qui viennent. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Comment ça se passe ? J'ai un projet en cours qui se déplace un petit peu. Donc, on ne sera plus à New York, mais dans une autre ville. Mais toujours pas la mienne, parce que, encore une fois, je pense qu'on observe les choses mieux avec de la distance. Mais là, je rentre dans deux univers qui me sont chers, l'univers du théâtre et l'univers du travail. Je pense qu'il y a un sujet sur le côté panoptique et la transparence qui me tient à cœur et qui tourne dans plein de textes plus courts que j'écris depuis longtemps. Et donc là, je rentre un peu plus en profondeur là-dedans. Je pense qu'il y a moyen d'observer le monde à travers la scène, mais aussi la scène sur laquelle on va tous un petit peu tous les jours. Donc c'est sur ça que j'écris en ce moment. Eh ben écoutez, en tout cas, c'était vraiment important pour nous, pour moi, de rencontrer votre premier roman, donc Les Négatifs, paru chez Gallimard. Merci à vous, Audrey Jarre, et à bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.